Bonjour et bienvenue à tous pour ce premier webinaire de la matinée. On va voir ensemble comment réinventer l'engagement de votre public et surtout créer une communauté puissante. Alors pour cela, on sera 3 experts ce matin et j'ai le grand plaisir de voir Isabelle à nos côtés. Alors Isabelle, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Oui, bien sûr. Tout d'abord, bonjour à tout le monde, à tous les participants, Tony, Frédéric. Donc, je suis Isabelle Mathieu, entreprise conseil et organisme de formation. J'ai 17 ans d'expérience en marketing, dont 12 sur les réseaux sociaux, et j'accompagne des entreprises de toute taille et de toute industrie sur le développement de leur stratégie sur les réseaux sociaux. Et en parallèle, comme toi, Frédéric, j'ai un blog, mais qui s'appelle donc e-Marketinglicious. Donc, pour la petite histoire, e-Marketinglicious, c'est la contraction d'e-marketing et de Delicious. Donc, les anciens du web se souviendront du service qui s'appelait Delicious. Voilà, je te passe la parole, Anthony. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi d'être là avec vous. Donc moi je suis Anthony Rochant, je suis le CEO et cofondateur de LEW, qui est l'acronyme de Les Experts du Web, qui est une structure de formation et de conseil en marketing digital et marketing d'influence. J'ai un passé, effectivement, un ADN assez fort sur l'aspect social media. Et voilà, notre métier, c'est vraiment d'accompagner des directions marketing, directions de com sur toutes ces logiques et surtout ces différents leviers. Je suis aussi créateur de contenu en B2B et influenceur sur X et sur LinkedIn, et aussi créateur de contenu avec notamment un blog qui est Social Media Optimization et Visibilize aussi, qui est un média d'aide à la décision pour les entrepreneurs. Merci à tous les deux. Donc, moi, je me présente, je suis Frédéric Canavet, je suis product manager sur tout ce qui est bot chez Eloquent, qui est éditeur de solutions de centre de contact. Et ça fait bientôt 18 ans que je suis blogueur sur conseilmarketing.com, un blog sur le marketing B2B. Alors, je vous propose qu'on lance le premier sondage de la matinée. Et en fait, cette fois, on voudrait savoir ce que vous pensez sur l'engagement. Donc, la question est simple, et vous allez la voir affichée tout de suite, c'est: pensez-vous que l'engagement marketing soit crucial pour le succès d'une entreprise B2B? Alors, est-ce que la réponse pour vous, c'est oui, absolument, oui, dans une certaine mesure, pas du tout, ou non? Alors, donc, je vous laisse répondre. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ensemble le sommaire de cette présentation. Alors, ce qu'on vous a préparé, c'est un programme qui est assez riche, assez complet. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions s'il y a des choses que vous voulez savoir un peu plus dans les détails. Néanmoins, on va voir ensemble une première partie avec Isabelle. On va essayer de décoder votre public cible et voir en fait les défis et les opportunités à venir. Ensuite, on verra les piliers incontournables d'un engagement réussi et Isabelle et moi-même, nous vous donnerons quelques clés. Ensuite, Anthony reviendra sur les clés pour forger une communauté puissante, les clés de la fidélisation. Et à la fin, je reviendrai pour reparler de la mesure de l'engagement, parce qu'on dit toujours que des fans, c'est bien, mais des clients, c'est mieux. Donc, allez-y, vous avez encore quelques secondes pour répondre au sondage qui apparaît sur votre droite. Alors déjà, je vois quelques réponses, et donc dans 73% des cas, vous dites que oui, absolument, l'engagement est crucial. Alors oui, avec dans une certaine mesure pour 27%, donc on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont déjà convaincues, et on va essayer de convaincre le reste des personnes. Alors je vous laisse encore 2 secondes pour répondre, et on va voir si dans cette communauté-là, il y a des convaincus, ou alors il y aura beaucoup de gens à convaincre. Ah, on reste sur les mêmes proportions. On va dire 3/4 des gens qui pensent que c'est vraiment absolument nécessaire. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à la première partie avec Isabelle qui va nous expliquer comment décoder son public cible et avec les nouveaux défis et opportunités à saisir. Alors Isabelle, à toi de jouer. Merci Frédéric. Donc, merci pour vos réponses précédentes. Avant de passer à la partie 1 de ce webinaire, je vais en profiter quand même pour lancer un nouveau sondage que l'on va commenter après et qui porte sur la question suivante. Pensez-vous que l'engagement marketing soit crucial pour le succès d'une entreprise B2B? Encore une fois, nous souhaitons connaître vos opinions sur l'importance de l'engagement marketing dans le monde B2B. Donc, êtes-vous prêts? Et n'hésitez pas à voter. On votera. On commentera donc les résultats de ce deuxième sondage par la suite. Alors, nous ne sommes plus dans une ère où le produit seul ne suffit plus.
les consommateurs, qu'ils soient des individus ou des entreprises, cherchent une expérience, mais pas n'importe laquelle, une expérience qui leur est propre. Pourquoi? Tout simplement parce que dans une époque où nous sommes inondés d'informations, c'est la personnalisation qui retient l'attention. En toute franchise, offrir une expérience personnalisée n'est pas qu'une bonne stratégie, c'est une nécessité. C'est ce qui va permettre à une marque de survivre et surtout de prospérer. Donc, alors que vous réfléchissez probablement tous à votre prochaine stratégie marketing ou stratégie de produit, je vous encourage à aller au-delà de la simple transaction. Voyez chaque point de contact comme une manière de pouvoir donc renforcer votre relation avec vos clients. Pour simplifier, nous ne sommes plus seulement des fournisseurs de produits ou de services, nous sommes entrés dans une ère qui demande des expériences significatives et chaque expérience doit être aussi unique que l'entreprise ou la personne à laquelle vous vous adressez. Donc, commençons par notre premier défi avec celui de la saturation de l'attention. Et à défaut de lever la main, parce qu'on ne vous verrait pas, donc vous pouvez toujours dire dans le chat si, comme moi, vous avez déjà reçu ce matin plus d'une dizaine d'emails. Donc, lorsque vous envoyez un email, vous n'êtes pas seulement en concurrence avec les autres emails professionnels, vous rivalisez avec les notifications des réseaux sociaux, les appels téléphoniques, les textos et les mises à jour donc des collaborateurs sur LinkedIn, par exemple. Mais comme vous le savez, l'attention est une ressource limitée. Alors, comment émerger? La solution n'est pas d'être plus brillant ou plus omniprésent. La solution est d'être plus pertinent et plus humain. Vous allez parler à une personne derrière l'écran et non pas seulement un simple utilisateur. Le bon timing, le bon contexte et la pertinence de votre message sont ici des éléments clés. Ensuite, considérons la concurrence accrue. Il y a 10 ans, quelques géants dominaient le marché du CRM. Aujourd'hui, grâce au cloud et aux avancées technologiques, de nouvelles startups apparaissent chaque semaine, chacune avec ses propres fonctionnalités et ses propres atouts. Dans ce contexte, il peut être tentant de se lancer dans une guerre des prix ou de fonctionnalités, mais ne tombez pas dans ce piège, car la véritable concurrence est un tremplin vers l'excellence et l'innovation. Imaginez que vous êtes une entreprise qui vend un CRM. Au lieu d'ajouter donc des fonctionnalités pour rivaliser avec vos concurrents, je vous invite d'abord à voir et à parler à vos clients existants pour savoir ce qu'ils aiment de votre produit ou service, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui pourrait être amélioré et quels sont également leurs besoins. Ensuite, vous pouvez utiliser ces données pour affiner votre produit et votre message par marketing. Donc, par exemple, si le support client est important pour eux, vous pouvez communiquer sur ce point fort lors d'une prochaine campagne. Donc, en résumé, la concurrence accrue est une occasion pour être plus à l'écoute, plus innovant et plus axé sur les besoins spécifiques de vos clients. C'est en suivant cette voie que vous transformerez le défi de la concurrence en une opportunité pour aller au-delà des normes établies. Parlons du client B2B moderne. Ce n'est pas un simple acheteur. Maintenant, c'est souvent un comité avec plusieurs personnes et des besoins divers. Ces décideurs sont bien informés et ont déjà fait leur devoir avant même de vous parler. Mais être informé ne veut pas être indécis. Ils cherchent une solution adaptée à leur écosystème et pas seulement donc une transaction unique. Comment alors garder leur attention? Adaptez votre approche. Par exemple, si vous êtes une entreprise de cybersécurité, ne proposez pas la même documentation à tout le monde. Pour le technicien, vous pouvez envoyer par exemple un e-book avec
des bonnes pratiques ou des caractéristiques donc détaillées. Alors qu'au responsable d'achat, vous allez plutôt proposer un outil de calcul numérique. Pour aller plus loin, vous pourriez également organiser un webinaire sur les défis de la cybersécurité sur le secteur et inviter des experts et des clients pour enrichir le débat. Cela vous permettra de vous positionner comme une autorité fiable. Donc, en résumé, la clé pour personnaliser votre approche est de répondre donc aux besoins variés de votre clientèle. Ainsi, vous transformez un prospect bien informé en un partenaire de longue durée. Alors, je vous rassure, le tableau n'est pas tout noir. Les défis d'aujourd'hui sont en réalité des opportunités d'innovation. Donc, prenons par exemple Horizon Workrooms de Meta. Ce n'est pas qu'une simple app de réunion en ligne, c'est une application de réunion en réalité virtuelle qui transforme les interactions à distance en véritable collaboration. Imaginez-vous avec un casque Oculus discutant d'un contrat avec un client à des centaines de kilomètres. Je pense que la régie va lancer la vidéo. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Ce n'est pas seulement une réunion, c'est une expérience. Une expérience qui laisse une impression mémorable sur votre client, mais également, votre client voit que vous êtes à la pointe de la technologie, mais aussi investi dans une collaboration significative. Ceci étant dit, avec de grandes opportunités viennent de grandes responsabilités. L'ajout d'une telle technologie ne doit pas encombrer l'expérience de l'acheteur. Il ne s'agit pas d'utiliser la technologie pour la technologie, mais de l'appliquer de manière à enrichir réellement les interactions. En résumé, des outils comme Horizon Workrooms ne sont pas que des gadgets avec un effet waouh. Ils peuvent transformer la façon dont nous faisons des affaires et tisser des relations durables. Ne voyons donc pas l'innovation comme un spectacle, mais comme un levier pour construire des relations plus fortes dans ce monde numérique. On peut sélectionner pour vous 5 bonnes pratiques que vous pouvez voir donc, sur votre écran. Et les mots-clés qui sont pour moi importants sont besoin, expérience significative et personnelle, relation, message pertinent et authentique, et innovation et empathie. Alors, je vais peut-être revenir à notre sondage et nous allons voir donc les résultats. Alors, le sondage est maintenant fermé et 46% d'entre vous ont jugé peu efficace, 35 neutres et 12 efficaces. Donc, la majeure partie sont positionnés sur oui, dans une certaine mesure. Donc, vous êtes nombreux à penser que l'engagement est important, mais pas nécessairement le seul facteur donc, déterminant. Ça peut ouvrir une réflexion intéressante sur quelques autres composantes essentielles du succès donc en B2B. En B2B, on pourra revenir sur ça, donc bien entendu, par la suite.
Alors, on va voir maintenant les piliers incontournables d'un engagement réussi. Et je crois que Isabelle, tu nous as préparé quelques petites informations vraiment intéressantes et pertinentes sur le sujet. Et on va parler en premier de la création d'un contenu pertinent et surtout de qualité. Alors, quels sont tes petits conseils là-dessus? Oui, le premier pilier donc est un grand classique, c'est la création de contenus pertinents et de qualité. Alors là, je pense que je ne vous apprends rien. Prenons un exemple pour illustrer donc notre premier point. Disons que vous êtes une entreprise qui vend un CRM à destination du secteur de la santé. Et là, identifier les besoins de votre public va bien entendu aller au-delà du simple fait qu'ils ont besoin d'un CRM. Alors, voici comment. Je pourrais vous proposer donc une démarche en plusieurs étapes. Avec, pour commencer, la segmentation donc du marché. Est-ce que, par exemple, vous vous adressez à des grands hôpitaux ou à des cliniques plus petites? L'écoute sur les réseaux sociaux et le web, Anthony va nous en reparler donc après. Donc là, ça serait pour voir quels sont les défis spécifiques auxquels vos cibles font face. L'analyse des données d'utilisation des clients existants pour savoir quelles sont les fonctionnalités qui sont le plus utilisées et le moins utilisées. Et ensuite, le recueil des feedbacks directs. Donc là, vous pouvez utiliser des enquêtes et des entretiens pour des informations qualitatives. Et on termine avec les personas. Donc ça, en général, c'est un exercice qu'on aime tous beaucoup dans les services marketing. Et quand j'en parle à mes clients, en général, il y a toujours un grand silence autour de la table. Mais ils sont pourtant très importants et ils vont vous permettre d'être meilleur dans le développement produit, mais également dans la communication sur la ligne éditoriale. Donc, en suivant ces étapes, vous pouvez améliorer votre produit et votre contenu pour qu'il résonne vraiment avec votre public cible. Et surtout, ne vous contentez pas de vendre donc un CRM, mais plutôt une solution qui répond à des besoins très spécifiques. Nous allons passer à notre point 2. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, les décideurs sont très sollicités, ils vont être inondés donc d'emails, d'invitations à des webinaires, de livres blancs. Et dans ce chaos, comment faire donc pour que votre contenu sorte du lot? Donc la réponse est simple, mais compliquée à mettre en œuvre. Donc vous devez parler le langage de la valeur pour votre client. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je reviens à mon exemple tout à l'heure, imaginons que vous êtes une entreprise de la cybersécurité. Donc, au lieu de simplement dire que votre produit protège contre les cybermenaces, adressez-vous directement aux préoccupations spécifiques que vos clients potentiels peuvent avoir. Donc, plutôt que de créer un contenu autour de comment protéger votre marque contre les cybermenaces, ciblez des points plus spécifiques, comme comment garantir la sécurité de vos données lors du télétravail, ou encore solutions de cybersécurité pour la conformité RGPD. En abordant des défis précis, vous passez du simple bruit de fond à une conversation significative et ciblée. En somme, le contenu qui se distingue en B2B n'est pas seulement un contenu de qualité, mais c'est aussi un contenu pertinent et adapté aux besoins actuels du client. Et enfin, notre troisième point, pensez au développement de contenu comme à la création d'un service ou d'un produit qui résout un problème spécifique pour votre client. Ouais. Nous, Et c'est... Ah, vas-y, je t'en prie. nous imaginons toujours que vous êtes une entreprise qui vend des solutions de cybersécurité, mais cette fois-ci à destination donc des PME. Donc, pour développer du contenu engageant, original et adapté, vous pourriez choisir 3 axes. Le premier, c'est la perspective unique. Donc, plutôt que de simplement dire que votre produit est sûr et efficace, donc vous démontrez comment il est spécifiquement adapté pour protéger les systèmes moins complexes des PME contre les menaces les plus récentes. Deuxième axe, l'adaptation au format et à la plateforme. Donc, si votre public passe plus de temps sur LinkedIn que sur Instagram, concentrez-vous sur la création de publications qui apportent de la valeur sur cette plateforme, mais qui tient compte également de ses spécificités.
Et enfin, troisième axe, publier au moment important. Donc, analyser les datas, les statistiques que vous avez pour savoir quand votre audience est la plus active et la plus réceptive. Et ensuite, envoyer vos informations en conséquence. Donc, avant de publier, posez-vous ces deux questions. Que va résoudre ce contenu pour mon client cible et que vais-je lui apprendre qu'il ne sait pas déjà? Si vous répondez à ces deux questions, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Frédéric, je te passe le relais pour la partie sur la rédaction de contenu avec l'IA. Merci Isabelle. En effet, là, comme tu disais justement, pour créer ce genre de contenu que tu dis pertinent, qui répond à des besoins, il faut du contenu qui est créé manuellement par des personnes qui sont des experts. Mais ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a eu comme une disruption et avec ChatGPT qui est arrivé sur le marché. Et c'est vrai qu'une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on peut créer du bon contenu avec de l'IA? Alors je dirais oui, à deux conditions. La première, c'est lorsqu'on est un petit peu débutant et qu'on ne connaît pas, en fait, le ChatGPT peut vraiment être une aide pour créer et guider du contenu. Moi, je le vois souvent lorsque j'ai des étudiants, en fait, avec ChatGPT, en fait, ils arrivent à un niveau moyen. Ça permet de faire en sorte que les personnes qui s'y connaissent pas forcément montent d'un niveau et montent d'un cran. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un minimum de qualité. Pour quelqu'un qui est plutôt expert, là, c'est un petit peu différent. La personne qui sera expert utilisera plutôt ChatGPT comme un assistant pour automatiser ou donner des idées sur quelque chose qu'on maîtrise déjà. Et ça, c'est vraiment essentiel, et même pour un débutant ou un expert, puisqu'en fait, ChatGPT a un peu tendance à halluciner des fois, ou alors faire du contenu un petit peu verbieux. Moi, j'appelle ça du contenu de vieux prof de français avec un ton qui va être un peu déconnecté à sa cible. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut être conscient de ce que ça peut faire et que ça ne peut pas faire. Et donc, vraiment vérifier toujours avec son œil d'expert et rajouter sa valeur ajoutée, son expertise, ses conseils qui vont vraiment faire la différence. Alors, je vous ai mis ici un petit exemple en dessous là. En fait, tout simplement, j'avais un de mes partenaires qui avait écrit une description sur un webinaire sur Webikeo, sur un excellent webinaire sur tout ce qui est expérience client et marketing durable. Moi, je ne voulais pas recopier-coller le texte et pourtant, je ne voulais pas y passer des heures parce que c'était juste un partenaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à ChatGPT de me dire, voilà, est-ce que tu peux me faire une publication LinkedIn avec cette publication, donc en mode conversationnel? Donc, il m'a fait une première version, mais qui était un petit peu trop guindée. Donc, en fait, je dis, voilà, améliore-moi maintenant cette publication, fais-moi d'une telle manière, rajoute-moi par exemple une synthèse, rajoute-moi des emojis, etc., etc. Et à la fin, j'ai repris à peu près, on va dire, allez, la moitié du contenu, je l'ai un petit peu remis en forme, et ça fait une publication qui était tout à fait acceptable. Donc, pour l'IA, je dis oui à l'IA, mais de manière intelligente. Ça ne doit pas remplacer le contenu et votre expertise, mais ça peut être une aide pour les gens qui n'ont pas un niveau très important d'expertise, et ça peut être un assistant pour les gens qui ont ce niveau un peu plus important. Et d'ailleurs, justement, là-dessus, c'est ce que tu vas nous dire juste après, il y a vraiment à avoir une stratégie d'interaction et d'implication du public. L'usage numérique d'aujourd'hui, le simple envoi de messages unidirectionnels ne suffit plus. Il faut créer un dialogue, un échange dynamique avec nos clients et nos partenaires. Alors, comment encourage-t-on ce genre d'interaction dans un environnement donc B2B? Donc, au-delà des exemples que vous pouvez voir sur cette diapositive, considérons d'autres options. Donc, premièrement, pensez à intégrer des sessions de questions-réponses en direct à la fin de vos webinaires. C'est ce qu'on va faire donc aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire Webikeo. Donc, ça permet une conversation en temps réel où l'audience va pouvoir obtenir des réponses directes à des questions qui sont immédiatement pertinentes pour eux. Deuxièmement, vous pouvez également utiliser les sondages en temps réel, pas seulement pour collecter des données, mais pour adapter le contenu de la discussion en cours. Donc, si vous êtes un fournisseur de solutions de cybersécurité et pendant un webinaire, vous découvrez que la majorité de votre audience est préoccupée par la gestion des menaces internes, eh bien, vous pivotez alors à ce moment-là votre dialogue vers ce sujet. Troisièmement, vous pouvez également donc organiser des tables rondes d'experts qui mettent en vedette non pas vos cadres supérieurs, mais plutôt vos clients actuels qui vont partager leurs propres cas d'utilisation et leurs propres succès. Cela montre à ce moment-là que vous ne vendez pas juste un produit ou un service, mais que vous vous inscrivez dans une démarche de solution qui a déjà fait donc ses preuves.
Donc voilà, au lieu de simplement diffuser de l'information, donc nous créons une plateforme pour un échange bilatéral d'idées, de conseils et de bonnes pratiques. Et ce faisant, nous ne sommes pas juste des vendeurs ou des marketeurs, mais nous devenons donc des partenaires dans le vrai sens du terme. Ensuite, deuxième point, donc, créer une communauté autour de sa marque est également important. Tout d'abord, oublions cette notion démodée qu'une relation client, c'est juste une transaction. Non, il s'agit de créer des expériences marquantes. Et comment y parvenir dans un contexte B2B? D'abord, ne vous contentez pas de salons professionnels classiques uniquement. Organisez des événements VIP exclusifs où l'on peut non seulement établir des relations, mais aussi partager des expertises et même co-créer des solutions. Donc, au lieu d'un simple stand dans un salon, imaginez une séance de réflexion avec vos clients sur les défis de l'industrie. Ensuite, les programmes de fidélité ne devraient pas seulement être des cartes à points. Qu'en est-il d'un programme de formation continue en partenariat avec vos clients? Un programme qui apporte de la valeur ajoutée en aidant les clients à résoudre les problèmes complexes. Donc, c'est une manière de dire merci et qui va bien au-delà d'un rabais ou de goodies. Et finalement, les espaces de partage. Créer une communauté en ligne où les clients peuvent partager des cas d'utilisation, des astuces. Ce n'est pas juste un forum, c'est une bibliothèque vivante de solutions co-créées. Donc, si vous résumez, on ne parle pas seulement d'interaction, mais de co-création, de collaboration et de partenariat. Dans ce monde numérique, ce n'est pas suffisant d'être juste présent. Il faut être impliqué. Ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Et dans ce dialogue, tout le monde a quelque chose à apporter. Anthony, je te laisse la parole. Alors, je vais prendre juste la suite. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut vraiment essayer de créer du lien pour recevoir. Et tu l'as dit très justement, cette création d'interaction est la clé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux et les médias sociaux ne sont une conversation, pas un monologue. Et tu l'as dit vraiment très justement. Il faut s'intéresser aux autres. Et cette interaction, tu l'as dit, il faut échanger avec les gens. Et moi, je le vois souvent, les personnes se contentent de liker une publication. Liker une publication, ça ne se voit pas, ça ne crée pas du lien, ça ne montre pas que vous êtes intéressé et intéressant sur un sujet. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est commenter les posts sur LinkedIn, sur même tous les autres réseaux, Instagram, TikTok, etc. Non seulement vous allez apporter votre propre valeur ajoutée, donc votre image d'expert, mais en plus vous allez montrer et prouver à la personne qui a fait la publication que vous avez vraiment apprécié ce qu'il a publié. Deuxième chose, quelque chose de hyper simple et que moi je fais tous les jours, c'est simplement de souhaiter les anniversaires et les changements de poste. Par exemple, sur LinkedIn, vous allez sur linkedin.com/célébration et tous les jours, vous avez donc tous les gens qui ont leur anniversaire ou qui vont changer de poste dans l'entreprise. Là, en fait, moi, j'envoie un petit message personnalisé à toutes les personnes disant voilà, tiens, bon anniversaire, etc. Et ce qui est vraiment intéressant et ce que j'ai constaté, et je le fais depuis 3 mois, je crois, parce que c'est depuis 3 mois que cette URL existe, et ben, je vois que certaines personnes avec qui je n'avais pas eu d'interaction depuis très très longtemps, ben, en fait, là, avec le fait de souhaiter leur anniversaire, ça permet de recréer du lien. Et là, comme ça, j'ai créé plusieurs partenariats, on m'a proposé plusieurs conférences, uniquement le simple fait de dire bonjour, bon anniversaire. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est mettre en place des routines. La clé du succès, ce sont vraiment dans les routines. Il ne faut pas se dire, tiens, j'ai du temps maintenant, je fais les réseaux sociaux, puis après, je suis débordé, j'ai plus le temps de rien faire, je ne fais plus rien. Il faut avoir une routine. Par exemple, ça peut être 15 minutes par jour, si nécessaire sur votre smartphone, pendant les trajets ou pendant un temps mort, le midi, etc. Et bien, vous prenez le temps d'aller liker et commenter. Et bien sûr, ce qui est encore mieux, c'est de prévoir du temps pour publier vos contenus. Et donc, bien entendu, là, il faut prévoir un peu plus de temps. Moi, je sais que j'aime bien prévoir, 45 minutes, 1 heure pour planifier 1 à 2 publications dans la semaine. Si nécessaire, n'hésitez pas à déléguer un community manager qui va gérer votre compte pour vous. Mais vraiment, ne vous dites pas que répondre aux commentaires, avoir des interactions manuelles, c'est une perte de temps. Au contraire, c'est ça qui va permettre de créer du lien. Et ces créations de liens, c'est essentiel et ça permet vraiment de nouer des liens forts avec les personnes qui sont en face de vous. Voilà.
L'autre point, ce qui est important, c'est que certes, on va créer du lien et on va produire du contenu, mais il faut vérifier ce qui va intéresser vos cibles. Tu l'as dit très justement, Isabelle, grâce à une communauté en ligne, et ben, tout simplement, on va pouvoir connaître ses clients, savoir ce qu'ils veulent, les questions qui sont posées. N'hésitez pas après à utiliser aussi d'autres outils. Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais il y a les outils qui permettent d'analyser les publications qui marchent le mieux. On parlera d'Analytics, Sheetaps, Perfect Post, etc. L'autre point également, utilisez votre quotidien. Lorsque vous avez quelque chose qui vous choque à l'écran, utilisez-le pour en faire une publication LinkedIn. Si vous êtes intéressé, c'est que tout simplement, vos fans aussi vont être intéressés. Utilisez ce que vous faites aussi dans les coulisses de votre entreprise. Là, par exemple, je vous ai mis une publication lorsque je suis allé préparer une matinée sur l'expérience client. J'ai pris des photos du lieu, je dis voilà, tiens, on va se retrouver à telle date, à telle heure. Et c'est vrai que ça intéresse les gens, ça fait un mode teaser. Ensuite, bien sûr, personnaliser l'engagement client et essayer de trouver des idées. Pour trouver les idées, on peut aussi également faire appel à l'IA. Alors là, ici, je vous ai fait un petit exemple. Je lui ai dit, fais-moi une liste de 10 publications LinkedIn qui pourraient entraîner un débat, des polémiques, un échange d'idées, des controverses sur le sujet de X, si c'est l'expérience client. Et donc, en fait, il vous donne une dizaine d'idées. Sur la dizaine d'idées, il y en a 8 qui sont achetées. Il y en a à peu près une qui est vraiment originale et une qui est à développer. Mais ça vous donne un réservoir d'idées. Et avec ça, c'est fini le syndrome de la page blanche, qu'on se dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aujourd'hui, qu'est-ce qui va pouvoir intéresser mes lecteurs. Grâce à ça, vous avez votre réservoir d'idées. Voilà. Et à la fin, bien entendu, n'hésitez pas à personnaliser les interactions. Voilà. Alors, je vous donnerai quelques petits tips et quelques conseils tirés de mon expérience. Alors, le premier, n'hésitez pas de temps en temps à publier ce que j'appelle moi du contenu d'approbation. Qu'est-ce que c'est le contenu d'approbation? C'est un contenu que les gens vont dire « oui, je suis d'accord » en likant. Et là, je vous ai mis un exemple. Tout simplement, j'ai créé une petite publication en 5 minutes avec Canva qui était avec une publication sur une statistique classique qui est un client satisfait en parle à 3 personnes, un mécontent à 9, avec une petite animation. Alors, j'ai tellement fait vite que vous voyez l'image, elle n'est même pas très belle, elle n'est pas de la couleur verte comme le fond. Mais ça, c'est une publication d'approbation qui a géré, je crois, près de 300 likes, commentaires, ensuite republication. Donc, c'est une publication très simple, mais qui va vraiment vous donner une visibilité au-delà de votre cercle d'influence habituel. Donc, on sort de son cercle d'influence et on va aller taper un peu plus loin. Donc, ça, c'est important et ça se fait en utilisant, comme je l'ai montré ici, des chiffres, des études, des images, etc. Deuxième chose, événementialiser. C'est essentiel parce que si vous publiez du contenu de temps en temps, les gens vont liker, vont commenter, mais ils ne vont pas vous accorder une attention forte. Dans un webinaire, avec une étude, avec un livre blanc, vous allez véritablement capter l'attention. Les gens vont vous écouter. Isabelle le disait en introduction, en 1 minute, je ne sais plus combien il y a d'emails, de messages, de WhatsApp, etc. Et ben en fait, il faut sortir du lot. Et sortir du lot, c'est avoir quelque chose qui va faire en sorte que les personnes vont vous donner un peu de leur attention dans cette société d'infobésité. Donc, un webinaire est essentiel et Webikio, justement, vous permet de faire ce genre de plateforme. Troisième chose, valoriser les experts. L'union fait la force. Faites ici, comme ce webinaire qu'on fait ensemble, invitez des experts de votre thématique à débattre ou faites un duo, vous et un expert. En fait, en capitalisant sur la notoriété et l'expertise, c'est ça qui va vous donner en fait une visibilité supplémentaire. Donc, challengez vos idées avec ChatGPT, je vous l'ai déjà montré. Et bien sûr, cette fameuse routine, par exemple, mettez-vous un rendez-vous dans votre agenda Outlook en disant, voilà, c'est là que je vais créer mon contenu pour la semaine. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Anthony qui va nous donner en fait les clés pour forger une communauté puissante avec les clés pour fidéliser. Alors Anthony, fais-nous un petit peu rêver. Merci Fred. Je vais effectivement tenter. C'est, on va dire, un sujet aujourd'hui qui revient, on va dire, assez régulièrement, même de la part de nos clients et dans le réseau. On va dire qu'il y a différents avantages pour qu'une communauté finalement soit réellement engagée, puisque les individus qui font partie d'une communauté active ont en général une probabilité assez forte de créer un lien émotionnel, on va dire profond avec la marque. Donc c'est effectivement, Isabelle l'a dit tout à l'heure, hein, c'est plus que transactionnel, on est vraiment justement dans le conversationnel et l'émotionnel. Donc ça veut dire que lorsque vous avez des personnes qui se sentent connectées à une marque ou encore à une communauté qui va graviter justement autour de cette marque, eh bien, elles entretiennent une relation, on va dire, beaucoup plus significative avec elle. Donc, cette relation-là, elle va au-delà des interactions donc,
dite transactionnelle, et ça implique on va dire une vraie affinité, un vrai attachement finalement. Donc cette fidélité, elle peut se traduire par plusieurs résultats positifs pour la marque, et notamment, alors si on est dans une logique commerciale, des achats répétés, on va dire, puisque les membres de la communauté engagés vont être beaucoup plus susceptibles de devenir des clients fidèles qui vont faire des achats répétés, puisque ils ont toute confiance en la marque et vont préférer acheter, on va dire, ils vont le faire de manière récurrente. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point aussi, c'est ce qu'on appelle le marketing du bouche à oreille, puisque lorsque on a des individus de la communauté qui ont cette connexion émotionnelle avec la marque, eh bien, ils vont être davantage enclins finalement à partager leur expérience avec d'autres. Et on a un partage d'expérience qui va être favorisé. Donc ça veut dire que si ces personnes-là vont devenir des défenseurs de la marque et vont se retrouver finalement engagés dans ce marketing de bouche à oreille plutôt positif. C'est-à-dire que ils pourront aussi recommander la marque à leur entourage, à leurs amis, collègues, etc. Ce qui va contribuer à attirer aussi de nouveaux clients. On peut aussi noter ici le renforcement un petit peu de cette résilience, on va dire, de la marque. Et ça, pour la simple et bonne raison que les communautés, elles agissent un petit peu comme un tampon, si je puis dire, en période difficile, puisque les membres qui sont engagés de la communauté vont être plus susceptibles de rester fidèles à une marque, quels que soient les hauts ou quels que soient les bas, parce qu'effectivement, ça peut arriver, ce qui va renforcer encore une fois la marque. Ça, c'est absolument indéniable. En fait, les individus se sentent émotionnellement connectés à une marque avec une communauté engagée. Ils ne sont pas simplement, on va dire, des clients, ça devient des passionnés de la marque et qui finalement soutiennent et vont promouvoir activement la marque. Donc ça, ce lien émotionnel, ça peut être un axe puissant, on va dire, justement pour la marque, parce que ça favorise la fidélité, ça favorise aussi l'advocacy, le fait de soutenir, le fait de défendre, de promouvoir la marque, et aussi forcément par extension, c'est aussi un moyen de faire une croissance, on va dire une croissance durable. Et donc, on a aussi... Est-ce qu'on peut passer sur la slide suivante? Merci beaucoup. Qui dit finalement information aussi précieuse, dit accès précoce aussi aux informations. C'est-à-dire que les membres d'une communauté peuvent donner finalement des informations, peuvent fournir des informations précoces sur des tendances émergentes. Tendances émergentes dans l'industrie, ça peut être aussi sur l'évolution des préférences des clients, parce que ça va être important aussi, et puis la dynamique un petit peu évolutive du secteur d'activité. Donc ces informations qui peuvent être effectivement proactives, ça peut rester finalement un point important pour la marque pour rester en avance, on va dire, sur la concurrence. Donc ça veut dire tirer parti d'informations qui sont en fait générées par la communauté. Résultat, pour la marque, c'est d'arriver à obtenir un vrai avantage concurrentiel. C'est un axe de différenciation aussi, parce qu'on peut différencier la marque en donnant des solutions vraiment qui correspondent mieux aux besoins et aux vraies préférences, on va dire, de la communauté. On a un exemple ici avec un de nos articles sur l'utilisation de la social data en e-commerce, donc c'était le sujet, avec notamment un retour justement d'expérience, un retour dans les commentaires sur LinkedIn plutôt pertinent. Donc ça, ce sont des compléments en fait qui sont importants pour nourrir en fait la stratégie, mais aussi pour nourrir en fait la communauté. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de vraiment tenir compte des retours d'infos de la communauté et ne pas finalement laisser des réponses, on va dire, sans conversationnel et sans autre réponse. Ça peut être vraiment, on va dire, extrêmement précieux par la suite. C'est-à-dire que toutes les opinions, les suggestions des clients vont faciliter notamment la possibilité de pouvoir améliorer les produits, d'améliorer les services. C'est vraiment un axe, on va dire, à travailler qui va être important. Je vais passer sur la slide suivante, merci. Alors, pour finalement renforcer la communauté, arriver à l'engager, on a aussi le processus d'écoute sociale qui peut être très bénéfique pour renforcer la communauté, l'engager. De quelle façon?
le premier point, ça va être de surveiller les sujets qui sont le plus en vogue, les sujets qui sont les plus populaires dans la communauté. En l'occurrence, ça veut dire écouter les discussions, les questions et prendre compte des thèmes qui vont susciter le plus d'engagement et d'intérêt. Et ça, parmi les membres de la communauté. Donc, ça peut se faire en observant les conversations, en analysant les commentaires, et on va tenir compte en fait des sujets qui sont fréquemment abordés. Ça va être très important. Ce qui va nous permettre aussi de créer du contenu qui va répondre plus directement aux intérêts, aux besoins finalement de la communauté, ce qui va signifier notamment développer des articles, développer des vidéos, des publications, d'autres types de contenus finalement qui vont traiter spécifiquement du sujet et qui sont pertinents finalement pour la communauté. Donc ça va impliquer de personnaliser le contenu en fonction des préoccupations, des questions, des centres d'intérêt du public. Résultat, on donne ici une vraie valeur ajoutée et on suscite davantage d'engagement. Par extension aussi, c'est un bon moyen pour faciliter la personnalisation de la communication. Si vous savez que votre communauté est particulièrement intéressée par un aspect spécifique de vos différents sujets de prédilection, mettez en avant ces caractéristiques, on va dire, dans vos messages. Un exemple ici de ce que cela donne, donc avec un post justement de Fred Canevet, justement sur LinkedIn, qui donne une liste ici de logiciels pour la prospection et la vente. Donc en fait ici une bonne écoute au sein de la communauté, c'est un facilitateur, c'est pouvoir repérer les besoins et de pouvoir plus aisément adapter le contenu et d'avoir plus de chances, on va dire, d'engager à l'arrivée. Est-ce qu'on peut passer à la suite? Merci beaucoup. Donc c'est par extension aussi, donc on parlait de social listening qui va être extrêmement utile en fait ici pour attirer et fidéliser justement les membres d'une communauté. Il sera bien de s'intéresser aux hashtags sur les réseaux. Je vous apprends rien, mais on va le faire de différentes manières, c'est-à-dire que on va notamment suivre les hashtags de marque ou les événements, c'est-à-dire que si vous disposez d'un hashtag de marque spécifique ou un événement qui est lié à la communauté, c'est bien de suivre son utilisation. Donc on peut avoir un hashtag unique, hashtag en mode un peu fil rouge, qui va être créé pour le lancement d'un produit, d'une campagne, par exemple ça peut être un événement communautaire, et la surveillance en fait de ce hashtag va aider à comprendre comment il est utilisé et qui en fait y participe. Par la même occasion, ça va nous aider à identifier aussi les contributeurs les plus actifs qui utilisent fréquemment le hashtag de marque, ou encore même aussi les hashtags dits les hashtags connexes. Souvent, les contributeurs sont des membres, on va dire, un peu clés de la communauté et peuvent avoir une influence justement significative sur les autres. Donc il faudra, justement, je parlais de ces hashtags connexes, il faudra identifier ces hashtags connexes. Ça veut dire en fait explorer les discussions autour du hashtag de marque ou encore de l'événement, et de ces hashtags qui sont fréquemment utilisés en fait en mode vraiment par association. Donc ces hashtags connexes peuvent vraiment donner un contexte ou des informations, on va dire, supplémentaires sur la conversation. Donc on enrichit encore finalement ici, on va dire, la data qu'on peut récupérer ici. Donc pour le suivi de hashtag aussi, il va falloir itérer, il va falloir améliorer. Donc ça veut dire qu'en fonction des résultats, il va falloir peaufiner la stratégie de hashtag. On va se concentrer sur ce qui résonne le plus avec la communauté et on va continuer à rechercher finalement les différentes opportunités de conversation significatives. C'est un peu la clé finalement pour trouver la voie d'un engagement significatif. Pareil ici avec un exemple, avec nos rendez-vous LEW, qui sont des talks en fait dédiés au marketing digital. On invite des éditeurs, des solutions Martech aussi à prendre la parole. Donc là, l'exemple avec la solution avec Talkwalker, qui est un outil de veille et de data intelligence, on montre les différents hashtags connexes liés au hashtag principal et du coup, on identifie les publications les plus engageantes, donc ici sur X, anciennement donc Twitter, et donc les opportunités de conversation avec la communauté et aussi avec les pairs. Donc c'est comme ça qu'on peut effectivement arriver à identifier ces opportunités de conversation. La fidélisation aussi d'une communauté, ça passe par le contenu aussi généré par les utilisateurs. Alors c'est vrai qu'on a davantage, alors nous on a un petit peu plus de recul, mais de manière générale on a un peu plus de recul en B2C. On peut le faire aussi en B2B. Toujours finalement pour attirer et pour fidéliser. On sait que le contenu généré par les utilisateurs n'a plus vraiment à faire ses preuves. Et donc en B2B par exemple, ça peut être effectivement efficace. Notamment
d'encourager les contributions UGC. Ça veut dire d'encourager les contenus générés par les utilisateurs, d'encourager les membres de la communauté finalement à créer, à partager du contenu qui est lié à la marque. Ça peut inclure par exemple des témoignages, des études de cas, des avis des produits, des success stories aussi, ça fonctionne très bien. Mettre en avant finalement les contributions et de faciliter le partage. Donc le mettre en avant aussi pour mettre en avant ce contenu généré par les utilisateurs, et ça de manière, on va dire, bien visible au sein de la communauté, hein, sur les différents canaux marketing. En fait, pour la simple et bonne raison, c'est que ça permet de démontrer aussi que vous appréciez en fait les contributions des membres et que ça la met en valeur leur expertise ou même les différentes expériences aussi positives. Donc, le contenu UGC, on peut très bien l'imaginer affiché par exemple sur votre site web, sur vos profils médias, réseaux sociaux, ça peut être des campagnes emailing, etc., etc. On pense souvent aussi que l'UGC, c'est que du digital. On peut penser aussi à mettre en avant finalement ce contenu aussi sous forme print, par exemple concernant des boutiques ou des magasins physiques, puisque les marques pensent souvent, c'est l'erreur qui est la plus communément commise, les marques pensent aux canaux digitaux, mais pas le reste. Ça veut dire que finalement, on ne pense pas au hors digital. Et les résultats peuvent être, on va dire, assez étonnants. Donc, ce contenu, effectivement, généré par les utilisateurs, hein, ce qu'on appelle User Generated Content, est aussi relié à tout ce qui va être reconnaissance aussi et récompense. Il faudra bien penser finalement à récompenser les contributeurs, on va dire contributeurs UGC exceptionnels, donc les mettre en avant, on l'a dit, avec des contributions, par exemple dans les newsletters. Selon le contexte, ça peut être d'offrir par exemple des badges, des titres aussi au sein de la communauté. Ça peut être aussi par exemple de fournir un accès exclusif à des ressources ou vraiment encore à des événements. Donc l'UGC, c'est effectivement un contenu qui est considéré comme plus authentique, plus digne de confiance. C'est souvent comme ça, effectivement, qu'il est perçu. Plus digne de confiance, on va dire, que le contenu de marque. On va faire plus confiance, finalement, à des personnes tierces qu'à la marque elle-même. Donc, c'est vraiment d'exploiter cette authenticité pour renforcer la confiance au sein de la communauté B2B. Donc, ça veut dire que les membres seront plus susceptibles de faire confiance aux expériences et aux recommandations de leurs pairs. Donc, la promotion du contenu montre finalement aux contributeurs qu'on apprécie leurs contributions, qu'on les valorise et qu'on les met en avant. Donc ça renforce la relation et ça encourage aussi les autres utilisateurs à participer. Donc finalement, c'est de la preuve sociale. Le contenu UGC sert de preuve sociale, ce que les anglo-saxons appellent social proof, montre que le produit finalement ou le service est apprécié par de vraies personnes. C'est une manière d'influencer positivement les prospects, les inciter aussi à rejoindre la communauté, à essayer votre produit, par exemple, dans un contexte commercial. On peut utiliser l'UGC aussi comme un mécanisme de feedback. Si les membres partagent des défis ou des suggestions, on va dire, on peut effectivement prendre leurs commentaires au sérieux et apporter des améliorations, effectivement, si nécessaire. Le fait de montrer qu'on agit en fonction de leur retour aussi, ça renforce la fidélité. Bien entendu, il faudra faire attention, il faut respecter les règles de confidentialité et obtenir le consentement aussi des contributeurs pour promouvoir le contenu. Il faut s'assurer que l'UGC est en accord avec les valeurs et la réputation de la marque ou de la communauté. Il y a quelques précautions à prendre. On a aussi les collaborations guest blogging ou la co-création, donc ça s'appelle le guest blogging aussi, on appelle ça des articles invités qui peuvent encourager la participation et l'engagement communautaire. Le guest blogging concernant cela, c'est-à-dire que là on parle de blogueurs effectivement invités qui peuvent partager leurs connaissances, leurs idées, leurs expériences, qui peut être extrêmement précieux. Je dis bien extrêmement, pour les membres de la communauté, puisque le fait d'inviter des blogueurs invités de la communauté ou des domaines connexes peuvent apporter des perspectives nouvelles et une expertise réelle dans votre sphère, finalement. Donc c'est une vraie diversité qui peut attirer un public plus large et stimuler les discussions. On peut y voir aussi une bonne façon d'exploiter les réseaux, puisqu'ils peuvent promouvoir aussi leurs articles auprès de leurs propres abonnés, ce qui peut amener de nouveaux membres de la communauté à se joindre à vous. On a la co-création de contenu aussi qui, avec les membres de la communauté, le faire aussi est très encourageant.
puisque ça donne un sentiment d'appropriation et d'appartenance, puisque les membres vont se sentir plutôt impliqués dans la création de contenu, l'orientation aussi de la plateforme, puisque quand on a les membres qui sont impliqués, ils sont plus susceptibles de s'engager, de promouvoir le contenu. Par extension, ça va augmenter la visibilité aussi, les interactions. Donc la promotion de ces sessions avec des experts, ça donne une vraie possibilité d'attirer un public plus large. Et donc cette visibilité peut entraîner une participation plus importante et puis surtout l'adhésion aussi de nouveaux membres à la communauté. Donc c'est bien de mettre en avant les marques et les personnes avec qui on collabore. Une autre illustration ici avec nos rendez-vous LEW, avec nos webinaires. Là, ici, c'était le rendez-vous numéro 20 sur l'utilisation des nouvelles technologies en marketing d'influence avec Sarah Levin-Weinberg, qui est CMO de Stellar. Donc, il s'agit finalement de co-animation, puisqu'on l'a réalisé effectivement ensemble, aussi bien au niveau du contenu que, on va dire, dans l'annonce des choses. Et ça fonctionne très bien parce que l'amplification, souvent, est double et triple et va finalement aller chercher une audience beaucoup plus captive. Donc, si effectivement je devais un petit peu revoir ce que l'on s'est dit dans les bonnes pratiques, très important de tenir compte avec grande attention des commentaires et des retours d'informations de la communauté, c'est très précieux. De répondre aux questions pour renforcer les liens avec la communauté, donc très important aussi. De surveiller les discussions pour créer du contenu qui répond aux préoccupations de la communauté, d'avoir vraiment un process de social listening, de valoriser les contenus de la communauté et de favoriser justement ce contenu généré par les utilisateurs et de penser à la collaboration avec les membres et de penser à la co-création de contenu, ce qui peut valoriser aussi les différents membres de la communauté. Frédéric, c'est à toi, je te passe la parole pour la mesure du ROI parce qu'il va falloir mesurer tout ça. Oui, je le disais en introduction, des clients, des fans c'est bien, mais des clients c'est mieux. Et donc en fait, comme disait Peter Drucker, on ne peut pas gérer ce qu'on ne peut pas mesurer. Donc il y a 3 types d'indicateurs, les vanity metrics, qui sont tous les likes, les commentaires, etc. Les performance marketing, tout ce qui est lead généré, donc le service marketing, et après la partie opportunité de vente. Donc nous en fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va utiliser des outils comme Inlytics, Shield Apps et Perfect Post, qui permettent en fait de mesurer en fait votre évolution et savoir un petit peu quelles sont les publications qui génèrent le plus d'interactions et si votre stratégie que vous avez mis en place véritablement va donner ces résultats. Alors attention avec ces extensions-là qui sont gratuites ou en premium et sont considérées parfois comme suspects par LinkedIn. Donc je vous conseille de les activer quand vous voulez avoir les stats et les désactiver ensuite, puisqu'en fait, ça peut être considéré par LinkedIn comme des outils de growth hacking. Voilà. Donc, très utile pour mesurer l'évolution de ses performances. Les performances marketing commercial, c'est très simple. On va dire, voilà, j'ai généré tant de leads par tel canouf. Ensuite, ça m'a généré tant de prospects que je vais transférer dans mon CRM parce qu'ils sont dans ma cible. Et à la fin, derrière, le nombre d'opportunités qui ont été créées, les opportunités qui ont été closées. Et là, ce que vous voyez, c'est ces vrais chiffres de notre vrai CRM avec des campagnes. Et là, je vous ai fait un petit focus sur un événement qu'on fait chaque année, le CX Summit Télécamp. Donc, le CX Summit Télécamp, c'est une journée l'événementiel, j'en parlais tout à l'heure, l'événementialisé, 9 ateliers. On fait plus de 1100 inscrits. Et on voit que LinkedIn, c'est quasiment un tiers des inscrits. Mais un tiers des inscrits, il y a certes les publications, mais les publications, on va dire, c'est 3-4%. Ce qui compte vraiment, c'est le relationnel avec des cibles très, très précises, hyper pointues, quelques dizaines, quelques centaines de personnes à qui on va proposer de participer là-dessus. Et bien entendu, les gens qui sont les plus actifs, moi, par exemple, j'arrive à faire 22% des inscrits. Ma collègue Chantal, qui est un peu moins active, responsable marketing communication, elle fait 2% des inscrits. Et les 10 commerciaux font 1% chacun. Donc, selon la puissance du compte, selon l'animation du compte, en fait, on aura des résultats différents. Alors, le dernier point, et on passe à la session de questions-réponses, c'est quelques indicateurs clés pour voir si vous êtes plutôt bon sur l'animation de votre communauté. Donc, taux d'ouverture des evenings supérieur à 25%, les lives webinaires, 35% de live et 15% de replay, grosso modo. Sur la régularité des posts, je vous laisserai lire tranquillement, mais plus vous êtes dans le conversationnel, plus vous aurez de visibilité et d'impact. Et bien entendu, n'hésitez pas à mesurer la satisfaction, la recommandation et voir un petit peu quelle est la fidélité de vos contacts. Alors, ce que je vous propose, il nous reste 5 minutes chrono pour les questions-réponses. Anthony, il y avait une question pour toi sur l'outil pour surveiller les hashtags. Donc, tu l'as dit, mais je pense qu'il y a une question supplémentaire, alors je te laisse en parler.
Alors effectivement, il y a différentes écoles, on va dire, il y a différents outils. Soit effectivement, on peut gérer ça avec un outil, on va dire, tout en un. Et par exemple, j'ai parlé de Talkwalker tout à l'heure. On peut gérer effectivement le suivi de ces hashtags et remonter sur les différents hashtags connexes, sur les différentes aussi conversations, on va dire, connexes. Il y a des outils comme Keyhole, par exemple, qui sont assez efficaces, qui permettent de traquer effectivement les différents hashtags, qui est plutôt intéressant, qui est un moyen assez simple de le faire, par exemple sur X ou sur Instagram, et en fait de pouvoir évaluer la popularité justement d'un hashtag. Donc on va dire qu'il y a plusieurs écoles là-dessus. Ce qui peut être effectivement intégré dans un process de social listening. On peut très bien le faire avec un outil effectivement comme Talkwalker. On peut très bien faire avec d'autres outils de ce type-là qui sont des outils à la fois de veille et à la fois de social listening. Merci Anthony. Alors il y a une autre question qui est intéressante, qui est quel est le taux de click-through rate référent pour les emailing B2B? Alors moi je vais donner mon expérience personnelle. Si vous avez un taux supérieur à 1%, c'est pas mal. 2, 3, 4, 5%, c'est aussi pas mal. Mais généralement, j'ai pas des taux exceptionnels, sauf si vous avez, par exemple, le premier email d'une séquence de messages. Généralement, vous pouvez avoir un taux de clic de 80% lorsque vous avez, par exemple, un bonus ou quelque chose comme ça. Voilà. Je ne sais pas si Anthony ou Isabelle voulaient partager d'autres KPI sur cette. Non. Alors, il y avait une autre question qui était assez intéressante, c'est avec la nouvelle version de ChatGPT, est-ce que l'hallucination est toujours d'actualité? Ça, c'est une très bonne question parce qu'en fait, avec la version GPT-4 et surtout GPT+, qui est la version où on peut aller donner des URL personnalisées, donc on n'est plus limité aux données de 2021, eh ben oui, ça continue. Oui, ça continue. Par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'ai pris une vidéo YouTube et j'ai dit, bah voilà, fais-moi un résumé de cette vidéo YouTube. Et c'était une interview que j'avais fait moi-même et il y avait des choses, mais c'est pas du tout le sujet. Donc en fait, il faut toujours se méfier de ça et attention aux hallucinations. Deuxième point, c'est que ChatGPT a un peu tendance à être un peu verbieux, en mode vieux prof de français et être un peu trop générique. Et donc en fait, les publications, il faut toujours rajouter sa couche métier, son expertise, etc. Et ça ne suffit pas en fait de juste dire allez, fais-moi une publication. Même si ça fait des choses assez sympas. Par exemple, si vous demandez tiens, résume-moi un concept, donne-moi un résumé d'un livre ou une définition, là c'est vraiment pas mal. Alors il y a une question. Quand on a des promoteurs sur notre communauté, peut-on aussi gérer les détracteurs et comment on les gère? Alors, je ne sais pas si Anthony ou Isabelle voulaient répondre. Oui, je peux effectivement répondre. En fait, bien sûr qu'on va générer des détracteurs ou même des trolls qui peuvent effectivement venir dans les conversations. Alors même si le but, en fait, on parle effectivement d'engagement, on parle de générer du conversationnel. Le but de l'opération, c'est d'être effectivement très transparent sur les questions que l'on va avoir finalement en face de nous, qui n'en sont pas vraiment, et il faut arriver à déporter finalement un petit peu ces détracteurs. La plupart du temps, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on les essaye de les déporter finalement sur un autre canal. Sur un autre canal qui peut être un canal effectivement messaging par exemple. Vous les aurez, on va dire, rarement, mais ça permet aussi on va dire, désamorcer un petit peu les choses. Si on voit effectivement que on sait que le but de l'opération aussi ne sera pas de continuer la conversation, on va dire, éternellement. Si on s'aperçoit qu'il y a du commentaire négatif, voire même pire, c'est de les déporter sur un autre canal. Sinon, ça va être important d'être extrêmement transparent. Alors vis-à-vis de la marque et vis-à-vis de la communauté, parce que c'est finalement, on engage finalement la crédibilité de la marque. Donc c'est toute la communauté qui voit comment finalement on traite l'aspect modération. Donc il va être important d'être et puis de répondre déjà, de jamais laisser une question sans réponse ou un commentaire sans réponse. Ça c'est absolument on va dire fondamental, et de jamais, à part si on a un commentaire qui est injurieux, je sais pas, homophobe ou qui peut être diffamatoire, on ne supprime pas un commentaire parce que ça pourrait finalement derrière créer plus de mécontentement qu'autre chose. Mais on va le gérer de cette manière-là. Alors, il reste une minute. Alors, il y a une dernière question qui est est-ce que les groupes LinkedIn sont efficaces pour gérer une communauté? Puisque normalement, les groupes sont faits pour ça. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut prendre cette question? Ou vraiment, j'y réponds. Tu peux y répondre, Fred. Allez, j'y réponds. Allez, moi, j'ai créé plusieurs groupes LinkedIn et en fait, ce que je constate, c'est qu'il y a très peu d'engagement. Même si LinkedIn a redonné de la visibilité, il y a des notifications, en fait, on arrive très peu à avoir des conversations parce que
ça paraît pas beaucoup dans le fil des personnes, et en fait, ils ne retrouvent pas cet aspect viralité qu'on a peut-être un peu plus sur des groupes Facebook, même si sur Facebook, on a quand même une baisse de l'engagement. Voilà, par exemple, sur Facebook, j'ai un groupe, les Community Managers francophones, qui fait plus de 12 000 personnes. J'ai vu depuis 2 ans une baisse vraiment significative des conversations. Et sur un groupe LinkedIn que j'ai créé, qui sont les responsables d'expérience client, en fait, on est 2-3 uniquement à publier parce qu'il y a peu d'intérêt maintenant. Les groupes, en fait, sur LinkedIn, tout s'est transféré sur les commentaires, en fait, des publications. Voilà mon petit avis personnel. Alors, il est 10h31. On aura dépassé d'une petite minute le timing. Donc, merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire. Est-ce que Anthony ou Isabelle, vous auriez un petit mot de la fin à donner à nos auditeurs? Et autrement, après, je passerai au sommaire de la matinée et de la journée avec Webikio. De mon côté, c'est vrai, ce qui est vraiment important, c'est d'aller au-delà de la transaction pour rechercher une relation beaucoup plus profonde avec le consommateur aujourd'hui. Et de détacher des métriques de vanité, parce que le contenu ciblé, forcément, va toucher une cible qui va être moins large. Pour autant, au niveau de la conversion, alors tout dépend de la conversion, si c'est le téléchargement d'un e-book ou une personne qui va demander un rendez-vous pour une démo produit, cette conversion-là, en tout cas, sera beaucoup plus importante que lorsqu'on essaie de toucher une cible plus large. Donc, c'est important, c'est vrai, de garder ça en mémoire pour pouvoir se détacher de tout ce qui est métrique, donc vanité, pour aller vraiment sur des métriques business, des métriques de conversion. Alors, Anthony, un dernier mot? Oui, ce qu'il faut avoir bien avoir à l'esprit aussi, c'est de connaître vraiment sur le bout des doigts, on va dire, son audience et d'enrichir justement avec des datas de façon très régulière, on va dire, son ou ses personas, que ce soit des buyers persona ou des readers persona, parce que c'est souvent d'ailleurs l'erreur la plus communément commise par les marques, c'est d'avoir finalement peu de connaissances ou une connaissance, on va dire, pas de connaissance du tout, on va dire, de l'audience. Plus on aura une connaissance importante de l'audience, et plus on va pouvoir matérialiser les bons messages et facilement engager aussi dans la communauté. Donc c'est vraiment cet enrichissement de l'audience et du persona type, on va dire, qu'il va falloir mettre en place. Et moi, je dirais, lancez-vous et mettez-vous une petite routine pour éviter la page blanche et publier régulièrement du contenu, mais du contenu intéressant, pas publier pour qu'on publie. Alors, je vous propose de voir le résumé de cette journée. Donc, à 11h, une nouvelle conférence où on va relever les défis de l'authenticité dans un secteur chamboulé par ChatGPT et l'automatisation. Donc, ne manquez pas cette belle conférence. Et à 14h30, un atelier dédié sur le nouveau site Webikio et la plateforme de webinaire de Webikio. Donc, la plateforme que nous utilisons maintenant et que moi j'utilise quasiment une fois tous les mois pour animer des webinaires, à la fois avec la solution de webinaire, mais toute la communauté engagée autour des contenus marketing, B2B et même dans d'autres thématiques. Donc, merci à tous les deux. Merci Anthony, merci Isabelle. Bravo pour ce très bon contenu et puis à très bientôt.